Nouvel épisode de Warm Up. Alors aujourd'hui, on va faire simple. On va essayer de comprendre ce que c'est qu'un club, ou une association, ou un regroupement de gens qui font quelque chose de sportif. Je suis pas clair. C'est un peu l'idée. C'est qu'on s'y perd un peu rapidement. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair, j'ai demandé, parce que je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, et la conversation a été assez éclairante. J'ai demandé à Sophie Coste de nous rejoindre pour parler de ce que c'est qu'un club, de ce que c'est qu'une association sportive, et de voir comment on l'accompagne pour qu'elle devienne, on va dire, non plus une gestion, vous savez, émotionnelle du sport, où c'est l'éclate, on est entre potes et on gère le club comme ça, où on devient avec une gestion un peu plus administrative, non, on va dire stratégique. Je suis donc ravi de recevoir Sophie Coste. Bonjour Sophie Coste. Bonjour Fabrice. Comment je dois vous présenter ? Vous avez un titre, comment ça se passe quand vous vous présentez, quand vous allez voir quelqu'un, vous dites bonjour, je suis Sophie Coste, comment vous vous présentez ? Absolument, alors je me présente de façon assez simple. Je suis professionnelle, mais j'aime bien le côté authentique et très simple. Je suis Sophie, de Sophie Coste Organisation. Alors, vous organisez des choses, c'est quoi ? Non, je taquine un peu, mais c'est quoi votre rôle ? Alors, pourquoi organisation ? C'est organisation, structuration. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner les dirigeants d'associations à structurer, sécuriser et développer et pérenniser leurs activités pour développer au mieux le projet associatif. Ils ont besoin d'être accompagnés, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Ils ont besoin d'être accompagnés. Je pense qu'ils ont surtout besoin aujourd'hui d'être aidés pour repenser des modèles, puisque le contexte fait que une association ne se gère plus comme avant. Et compte tenu encore une fois du contexte où on entend souvent dire que les dirigeants aujourd'hui manquent de ressources financières, de ressources humaines, mon accompagnement est surtout de faciliter à repenser le modèle associatif pour arriver, via des modèles économiques hybrides, à générer plus de ressources. Dans les questions que je vais vous poser aujourd'hui, il y en a plusieurs. C'est la solitude de l'entrepreneur, puisqu'en fait, si j'ai bien compris maintenant, un président d'association, ça devient un chef d'entreprise, ou presque. On va parler des bénévoles, et donc qui sont en fait des salariés qui sont particuliers. Ils sont pas salariés, mais en fait, ils font le boulot d'un salarié parfois. On va parler de tout ça, mais dans les premières questions qui me viennent tout bêtement, parce que on parle souvent d'amateurs, on parle souvent de clubs, d'associations. Moi, je connais mon assos du quartier où on est entre amis et on fait une cagnotte et on va grignoter. C'est ça, un club sportif au départ ? C'est juste une association de potes ? Alors, un club sportif, c'est effectivement une association. Dès lors qu'il y a deux personnes, je dirais qu'on peut créer une association. Ce qui est important, c'est en fait de bien penser le projet et bien penser la structuration. Et c'est vraiment là-dessus que j'insiste, puisque c'est ce qui aidera à voir beaucoup plus loin et avoir une démarche stratégique et une démarche professionnelle. Puisqu'effectivement, une association peut être composée de plein de potes, mais à un moment donné, il faut structurer, et c'est la professionnalisation qui va permettre d'y voir un peu plus loin et de voir plus clair. Donc quand on structure, on fait une assoce loi 1901, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui en fait. Donc il y a quoi ? C'est président et trésorier, c'est le minimum de souvenirs ? Alors en fait, on va créer une structure où on va établir créer des statuts dans lesquels les statuts c'est vraiment la feuille de route, mais c'est ce qui va permettre après de pouvoir diriger cette structure. Et donc dans les statuts, on va tout organiser, on va poser le cadre de ce que deviendra l'association. Donc on va effectivement penser et clarifier la gouvernance. Et après, tout son fonctionnement, finalement, de cette structure, comment elle va être gérée concrètement. Alors, c'est quoi clarifier la gouvernance ? C'est de dire qui est le chef ?
Alors, ça va être effectivement de poser le bureau associatif avec un président, vice-président, pourquoi pas, secrétaire, trésorier, et puis surtout encore une fois, d'organiser son fonctionnement, donc de poser le cadre, et ce sera lors de l'Assemblée générale, alors constitutive quand on crée une association, où là, on va commencer à effectivement établir toute l'organisation et toute la vie de ce club et comment on la voit. Aujourd'hui, là, dans votre rôle, vous accompagnez des clubs qui ont déjà commencé. Il vous arrive d'accompagner des gens qui n'ont pas encore commencé ? Non, pas vraiment. C'est plutôt des structures existantes qui ont besoin effectivement de repenser. Alors moi je dis beaucoup, j'utilise ce terme, c'est de repenser les modèles, mais c'est surtout des organisations qui peut-être aujourd'hui ont des dirigeants qui commencent à s'essouffler, parce que c'est vrai que dans les associations on trouve des salariés. Mais avant qu'il y ait des salariés, il y a beaucoup de personnes ressources qui sont bénévoles, qui œuvrent au quotidien. Et parfois, il y a un certain essoufflement de ces personnes. Et c'est là où il faut revoir certaines choses. Il faut accompagner la gouvernance, encore une fois, à prendre de la hauteur pour pouvoir démêler certaines situations quand un président, par exemple, de club n'y voit plus clair parce que en fait, il est un petit peu au four et au moulin et qu'il a besoin d'être accompagné pour cette prise de hauteur. On va revenir sur votre parcours puisque vous accompagnez les clubs parce que vous avez fait partie de différentes associations ou clubs. Alors on va parler de professionnels, on va parler d'amateurs. Avant de démarrer l'émission, je disais, moi il y a des fois on me dit le sport amateur. Enfin, la FIFA au point de départ, c'est la Fédération internationale de foot amateur. Aujourd'hui, on voit la taille de la FIFA qui brasse des milliards. On est encore sur du sport amateur qui a démarré avec une association. Vous avez démarré où, Madame Coste ? Alors moi, j'ai démarré à Montpellier, au Montpellier Rugby Club, donc à l'association Montpellier Rugby Club. Et puis j'ai continué pendant une quinzaine d'années au sein de cette même structure, mais qui a aussi évolué, à savoir la structure professionnelle, puisqu'après j'ai laissé mes activités associatives au sein de l'association pour me concentrer sur des missions pour la société sportive professionnelle. Alors, comment ça a démarré à l'époque ? Vous bossiez à quoi ? C'était le week-end ? Vous alliez au bord du terrain pour regarder les matchs ? Comment ça se passait ? Alors, pas tout à fait. Quand je suis rentrée au sein du Montpellier Rugby Club, j'ai travaillé pour le centre de formation des jeunes joueurs. Et en parallèle, j'ai travaillé aux côtés de la gouvernance de l'asso pour monter des projets de développement du sport féminin et pour monter des projets rugby au sein des quartiers dits sensibles de Montpellier. L'idée, c'était de se servir du sport comme vecteur d'intégration sociale. Donc j'étais plutôt en charge de projets de développement pour l'asso avant même de travailler pour la société professionnelle. Alors je taquine en parlant des week-ends, mais c'est un peu ça l'image qu'on a quand on regarde les clubs et autres. On se dit ça va, ils bossent le week-end, ils sont tranquilles quoi. Le reste de la semaine, de toute façon les joueurs ils s'entraînent le mardi soir, le jeudi soir, et puis c'est pas du boulot quoi. Alors c'est vrai que ça fait tout à fait écho à des réflexions que j'ai pu avoir parfois de personnes qui savaient pas vraiment comment un club est structuré, comment ça se passe. Et lorsqu'on me voyait les fins de semaine au match, on me disait mais en fait tu fais quoi toi au club ? Qu'est-ce qui se passe après le match ? Et c'est un peu ça, c'est vrai. Mais il faut savoir que derrière un club, c'est alors je ne parle pas de la structure associative, mais derrière un club, c'est finalement géré comme une entreprise, puisque c'est une entreprise d'événementiel, de sport. Et il y a toutes les activités qu'on peut retrouver dans une entreprise dite classique au quotidien. Donc voilà, moi j'étais en charge des ressources humaines et je pilotais l'administratif. Donc il y avait beaucoup de choses à faire. Il n'y avait pas que le match du week-end. C'est quoi le plus compliqué ? C'est d'avoir une structure que les gens ne comprennent pas forcément, parce que l'entreprise on la comprend. On est salarié, on a un contrat de travail, vous êtes payé par rapport à une charge de travail à faire. Chacun a ses missions, ses droits, ses devoirs. C'est plutôt, on va dire, clarifié pour tout le monde. Dans un club amateur ou dans une structure associative, c'est pas aussi clair que ça ? Alors, c'est
pas aussi clair que ça. Je pense qu'il faut faire la différence entre l'asso, effectivement, et dans mon cas, c'était une association support, puisqu'il y avait une société professionnelle et l'association. Et c'est l'association support qui, finalement, permet à la société professionnelle d'exister, parce que sans l'asso, elle n'existe pas. C'est l'association qui est affiliée à la fédération, en l'occurrence, lorsque je travaillais au club de rugby, à la Fédération française de rugby. Et oui, quelque part, on a besoin de structurer l'asso comme une entreprise, même s'il n'y a pas forcément des salariés, comme je le disais au départ. Au mieux, tout sera pensé et condensé, compilé dans des statuts, voire même dans un règlement intérieur. C'est ça qui est aussi super important, que j'ai oublié de dire tout à l'heure. C'est comme ça qu'on va comprendre et qu'on va pouvoir gérer au mieux, se structurer. Est-ce que, on parle de règlement intérieur, est-ce que ça va être quasiment le même pour toutes les associations ou tous les clubs sportifs, où il y a forcément des règles qui sont complètement différentes en fonction des sports ou des lieux? Alors, je pense qu'en fait, le règlement intérieur, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, c'est plutôt... on le conseille, c'est conseillé. Maintenant, c'est propre à chaque organisation, parce que dans ce règlement intérieur, comme dans les statuts, il y a un certain nombre de points qui demeurent essentiels, mais après, à côté de ça, c'est qu'est-ce que je veux faire, où c'est que je veux amener ma structure. En fait, il y a, je dirais, l'ADN et le projet associatif, et c'est qui je suis et où je veux aller et qu'est-ce que je veux faire. Donc je pense que d'une association sportive à une autre, beaucoup s'inspirent les unes des autres en termes de modèles. Après, il y a forcément les fédérations, les structures, les institutions support qui peuvent donner aussi tous ces modèles et qui sont déjà régis et qui ont qui ont vécu, donc forcément qui ont bien vécu ou qui ont eu des améliorations. Mais non, en fait, c'est à chacune de s'approprier ses propres documents, parce que c'est ce qui va faire, encore une fois, l'ADN et la différenciation d'une organisation à une autre. Est-ce qu'on peut comparer la gouvernance, donc le président du club et son équipe proche ou la présidente du club, parce que attention, c'est pas réservé à une seule partie. Non. Est-ce que s'ils ont le même rôle que l'entraîneur ou le coach de l'équipe, en fait, ils ont un pool de personnes à dispo et qui doivent les mettre au meilleur poste pour avoir le meilleur rendement? Est-ce que c'est un peu la même idée? En fait, je dirais que le président, c'est vrai qu'il a l'œil partout finalement, puisque c'est lui qui est aussi quelque part le garant que tout se passe très bien. Il a beaucoup de responsabilités. Le coach, lui, il va s'occuper de son staff sportif, technique. Le président, ça va aller au-delà, puisqu'en fait, évidemment, il faut que ça fonctionne sur le terrain, il faut que ça fonctionne en dehors du terrain, mais dans l'équipe back-office. Il faut satisfaire l'ensemble des fans. Il faut nouer des relations très étroites avec l'écosystème territorial, donc les entreprises privées, avec les médias, avec voilà. Et donc le président, lui, il a ce rôle politique, qui est de aussi faire connaître la structure et donner envie de nous rejoindre, de rejoindre le club. Donc chacun son rôle, j'ai envie de dire. Ça. Mais on parlait de ressources humaines pour démarrer l'émission. C'est indispensable en fait. C'est que de l'humain dans la gouvernance. Alors, c'est que de l'humain, mais de toute façon, un club, c'est comme une entreprise. Voilà, ça fonctionne avec l'humain. C'est vrai que ça fonctionne avec des personnes complètement hétérogènes, j'ai envie de dire, puisqu'il y a dans un club, on a des personnes qui sont bénévoles, on a des personnes qui sont salariées, et il faut arriver à faire travailler ensemble ces différents profils et qui n'ont pas
toujours les mêmes intérêts et les mêmes devoirs et obligations finalement, puisque quand on parle d'un salarié, il est rémunéré pour la prestation qu'il propose. Un bénévole, bien souvent, il intègre une structure parce que il a une affinité, alors soit avec une personne dans le club, soit par rapport à la discipline, notamment sportive, et il va vouloir donner de son temps, il va vouloir s'engager pour l'association, pour le bien de cette structure, et c'est vrai que les intérêts peuvent être un petit peu différents, et bien souvent, on n'attend pas les mêmes choses d'un dirigeant bénévole que d'un salarié, mais c'est arriver à faire prendre cette mayonnaise et que tout le monde puisse travailler ensemble. Quel est le plus dur à gérer? C'est le bénévole ou c'est le salarié? Alors, je crois que le plus dur, c'est pas forcément le statut de bénévole ou de salarié. J'ai envie de dire que c'est la ressource, finalement, la ressource humaine, parce que ce qui est important, c'est que chacun se sente bien à sa place. Je crois que c'est important de délimiter aussi un cadre avec les bénévoles, c'est pas parce qu'ils sont justement pas salariés et qu'ils n'ont pas cette obligation-là qu'ils n'ont pas envie de trouver un cadre dans l'organisation. Ils ont aujourd'hui, on le voit, les personnes ont besoin de trouver du sens en ce qu'elles font, et de plus en plus. Donc pour s'engager, il faut comprendre aussi la vision commune. Il faut adhérer à cette vision, et c'est vraiment une histoire de personnes, de management, d'humains, plutôt que de statut aussi, puisque un salarié, presque c'est simple à partir du moment où on propose on propose un contrat de travail, il y a une fiche de poste, on s'est mis d'accord avant en règle générale. C'est mieux, oui. C'est mieux, et après on gère la relation salariale et contractuelle, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt la relation avec l'humain, et c'est ça le plus dur. Et puis on le voit d'ailleurs en entreprise aussi, c'est gérer l'humain, ce qui est le plus difficile finalement. Vous avez lâché Montpellier, vous avez fait quoi après Montpellier? Vous avez fait, alors c'est quoi, ce qu'on appelle ça un transfert? C'est un changement, c'est comme pour les grands joueurs, c'est une mutation, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes parti faire quoi? Alors j'ai quitté Montpellier, j'ai quitté le club après 15 années, effectivement. Ma volonté, c'était de rester sur le territoire, mais d'accompagner justement des associations locales, puisque toutes ces années au club, et notamment mes premières années au sein de l'association, m'ont permis de bien comprendre finalement les besoins d'une structure associative, d'un club, et j'avais envie d'apporter mes services aussi à des clubs sportifs donc locaux qui avaient quelques salariés, des petites structures qui avaient besoin vraiment de se professionnaliser, et toute mon expérience passée au club, où justement moi j'ai accompagné la société à se professionnaliser, il a fallu mettre en place, on parlait de ressources humaines, mais c'est en quelque sorte c'est moi qui ai créé mon poste avec la mise en place de la convention collective du sport au sein du club, et j'avais vraiment envie de redonner un peu tout ça aux assos locales, à savoir aider ces associations à faire monter en compétence les salariés quand elles en avaient, et apporter tout mon savoir et tout ce que j'avais pu expérimenter par le passé. Donc j'ai créé ma structure il y a une dizaine d'années pour justement accompagner les dirigeants, un petit peu comme ce que je fais aujourd'hui à nouveau. Et puis j'avais un autre projet, c'était d'accompagner les joueurs de rugby notamment dans leur deuxième partie de carrière. Lorsque j'étais au MHR, j'étais membre d'une commission qui s'appelait la commission sociale de la Ligue nationale de rugby. On étudiait en fait des dossiers de financement pour que les joueurs puissent préparer leur deuxième partie de carrière. Et c'est une très belle commission qui a aidé les joueurs, de nombreux joueurs à justement trouver une voie après le sport.
mais il me semblait qu'il manquait encore quelque chose, à savoir travailler tout le volet holistique en fait du sportif, et notamment tout ce qui peut être accompagnement psychologique, parce que quand un sportif ou un joueur arrête sa carrière, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. Certains ont la chance d'arrêter dans de bonnes conditions, d'autres un petit peu moins, et c'était pas laisser sur la route les joueurs qui justement avaient arrêté à cause d'une blessure ou qui n'avaient pas pu terminer leur carrière comme ils voulaient. Donc j'ai rejoint en fait Proval, qui est le syndicat des joueuses et des joueurs de rugby, pour travailler sur ce projet-là au départ. Après, j'ai intégré la structure finalement. J'ai été internalisée, mais c'était ça vraiment ma volonté à l'époque, c'était d'accompagner un plus grand nombre, à la fois des sportifs et puis à la fois des clubs et des structures qui gèrent toujours des sportifs et de l'humain. Après Proval, on continue le ballon ovale ? Alors après Proval, non. On part sur le ballon rond. Ah, et qu'est-ce qu'on fait dans le ballon rond ? Alors en 2019, je quitte Proval et Montpellier accueille la Coupe du Monde de foot féminin à ce moment-là. Oui. Donc j'intègre le comité d'organisation au niveau local. J'intègre la structure pour gérer en fait les accréditations. Donc je suis manager des accréditations pour le site de Montpellier pour la Coupe du Monde de foot féminin en 2019. C'est un moment qui est finalement un peu révélateur pour moi, à partir du moment où je vais rencontrer une équipe qui va me permettre de vraiment comprendre comment on organise un grand événement. Alors évidemment, lorsqu'on est dans un club sportif, une fois tous les 15 jours, on accueille des rencontres à domicile. Donc j'avais déjà une bonne idée de ce que c'est qu'accueillir des équipes et accueillir un événement. Là, on est sur une autre dimension, et c'est surtout que le rôle finalement des accréditations permet de comprendre l'événement et d'avoir une vision à 360, j'ai envie de dire, puisque finalement, c'est délivrer des titres de travail à des personnes, et on dit que c'est l'accréditation, c'est donner un titre à une personne pour qu'elle soit au bon endroit, au bon moment, voilà. Et donc c'est la bonne personne à la bonne place et au bon moment. Donc ça permet vraiment de bien comprendre le flux des personnes, complètement l'événement. Et là, j'ai la chance d'être dans une discipline de football féminin où je retrouve beaucoup de valeurs et une ambiance telle qu'on peut la connaître dans le rugby. Et je trouve ça formidable. Et ça me donne envie, en fait, d'aller un petit peu plus loin et de continuer dans l'événementiel. Ce qui m'amène finalement, quelques années après, à arriver à Paris pour l'organisation de la Coupe du Monde de rugby. Celle de rugby, 2023. Exactement. Alors donc on a fait ballon ovale, ballon rond, et on revient au ballon ovale. Tout à fait. Donc c'est un petit peu boucler la boucle. C'est effectivement revenir au rugby et puis pour l'organisation de la Coupe du Monde. Donc là, c'est quoi ? C'est une réussite personnelle, c'est une réussite collective pour vous d'arriver à participer à l'organisation d'un tel événement ? Oui, alors pour moi, c'est effectivement une immense joie. Parce que c'est ça, c'est un petit peu boucler la boucle, et je me dis waouh, la Coupe du Monde de rugby en France en 2023, c'est la cerise sur le gâteau. Après, oui, bien sûr, c'est une réussite collective, j'ai envie de dire, puisque moi j'intègre le comité d'organisation en tant que responsable des ressources humaines. Donc c'est là, je parle vraiment en tant que ressources humaines de ce côté collectif, et c'est le plaisir de se dire qu'on livre la Coupe du Monde de façon collective et du mieux possible par rapport au cahier des charges et à tout ce qui se passe finalement. Moi, j'intègre le comité d'organisation au printemps 2021, donc 2 ans avant finalement l'événement. Il se passe beaucoup de choses en interne, et c'est arrivé finalement à livrer une très belle Coupe du Monde, et avec des ressources très très engagées. Et oui, tous les projecteurs sont sur la France à ce moment-là, 10 sites de compétition, et c'est vraiment un formidable événement et un très bel aboutissement, oui.
Vous êtes bien toujours sur Radio Sport, on est en train de parler, on parle de tous les sports. D'ailleurs, on va faire juste une petite pause et on va réfléchir 10 secondes parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas parlé. On n'a pas parlé d'un sport, j'en ai entendu parler juste avant d'arriver dans le plateau. Il me semble qu'on a parlé du ski de fond, on va voir ça. Warm Up, c'est un podcast qui vous permet de comprendre un peu plus ce qui se passe dans les clubs associatifs, dans les clubs sportifs, comment on gère, comment ça se passe. Et pas forcément les coulisses, mais presque. On en apprend de plus en plus sur ce qui se passe derrière. Vous savez, pas le match, pas celui que vous regardez, ce qui se passe avant et souvent ce qui se passe après. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Sophie Coste. Et Sophie Coste, j'ai une question qui est, comme dirait l'autre, on va parler dans l'oreillette. On a parlé de ski de fond hors antenne. C'est quoi cette histoire de ski de fond? Il vient d'où le ski de fond? On a parlé de rugby, on a parlé de foot. Et c'est quoi l'histoire du ski de fond? Alors, l'histoire du ski de fond, c'est vraiment... c'est le sport que j'ai pratiqué depuis très jeune. J'ai été élevée dans un petit village dans les Cévennes, près du Mont Égual, où effectivement dans les années 80, il y avait énormément de neige, on va dire du mois de novembre jusqu'au mois de mai. Il y en a moins maintenant. Il y en a beaucoup moins maintenant et c'est beaucoup plus compliqué pour faire vivre la station de ski de Prapeiro, petit clin d'œil. Et donc voilà, toute jeune, j'ai pratiqué le ski de fond. Je suis la dernière de la fratrie. Ma grande sœur faisait du ski de fond, mon grand frère faisait du ski de fond. La petite dernière, elle fait du ski de fond aussi. En même temps, c'était le sport, j'ai envie de dire, de prédilection. Voilà, compte tenu de l'enneigement et puis vraiment, on était au pied des pistes. Et donc j'ai pratiqué le ski vraiment toute jeune. Je me souviens, j'avais mon papa qui me mettait déjà qui me chaussait les skis dans la cour quand j'étais toute petite et je m'amusais à descendre la petite pente qu'il y avait dans le jardin. Donc voilà, donc le ski de fond depuis toute jeune jusqu'à à peu près l'âge de 15-16 ans. Après, quand je suis rentrée au lycée, je me suis pas tournée vers le sport-études comme mon frère et ma sœur, mais j'en ai fait une bonne période. Et ça vous tenterait de pouvoir aller taquiner, accompagner des clubs où ça parle de ski de fond? Alors oui, évidemment. Après, moi, je me suis un petit peu détachée de la pratique du ski de fond parce que effectivement, j'ai passé 20 ans à Montpellier et que là, il n'y avait pas de neige. Il n'y avait pas de neige. Mais par contre, j'ai rencontré dernièrement une association qui, elle, propose du ski de fond sur sable. Et j'ai trouvé le concept super. Ah, ça va. Donc, on va vous retrouver. Donc, on pourra en reparler. On va reparler d'accompagnement des clubs et de structuration pour devenir pérennes. C'est un peu ça l'idée. C'est qu'aujourd'hui, les clubs sont fragiles pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un problème de gouvernance. On a du mal à trouver des gens qui veulent reprendre parce que il y a des fonctions qui sont difficiles à porter. C'est comme pour les maires dans les villages. Un président de club ou une présidente de club, ça peut prendre des coups. Ça a besoin de gérer comme une entreprise des salariés, des budgets, parce que l'argent il vient pas tout seul, il faut en trouver. Les subventions ça tombe pas tout seul, il faut en trouver et elles sont pas toutes garanties. Il faut réussir à mettre de côté la passion et devenir plus strict. Je crois que la passion, elle est importante puisque c'est ce qui nous fait vibrer. D'ailleurs, quand les personnes s'engagent dans des assos, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose, il y a une petite étincelle qui fait vibrer et on a envie de donner et de s'engager. Non, je dirais surtout que effectivement aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est que les dirigeants associatifs soient vraiment accompagnés parce que oui, ce sont des personnes qui sont engagées. Qui parfois sont à bout de souffle, qui ont plus cette possibilité de prendre de la hauteur vraiment sur ce qui se passe au sein de leur structure. Et finalement, c'est d'arriver à les épauler d'une certaine manière, en prenant en compte vraiment le contexte, la situation, et de les amener à trouver des solutions. Mais c'est pas
tout chambouler entre guillemets, puisque encore une fois, on parlait tout à l'heure de projets associatifs, d'ADN, c'est ça le plus important. Donc il faut que cet ADN demeure. Par contre, il faut continuer à accompagner et peut-être permettre à ces personnes qui n'ont jamais trop pris le temps de se poser, parce qu'elles ne se posent jamais, c'est de, à un moment donné, faire un point. C'est quoi notre projet, où c'est qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent, est-ce qu'on peut considérer que c'est des activités qui sont prioritaires. Et effectivement, dans des temps où il y a de moins en moins de financement, puisque c'est souvent, on parle souvent de ces problèmes du contexte où il y a un manque de ressources, un manque de financement, c'est peut-être de revoir comment on peut aller chercher d'autres ressources. Et effectivement, moi, je suis là pour aussi permettre de trouver des solutions hybrides avec la combinaison de financement public, de financement privé et de stratégie d'impact. Et quand en fait je parle de stratégie d'impact, c'est aussi travailler main dans la main avec d'autres structures. Je pense notamment aux institutions, aux collectivités par exemple locales, qui elles aussi, à un moment donné, pour faire confiance à une asso, pour continuer à donner de l'argent, elles ont besoin de s'assurer que la structure elle est solide. Et c'est en ce sens que moi je peux intervenir pour structurer, pour apporter des garanties qui permettront aux collectivités, aux organisations de faire confiance et de continuer à activer. Et puis il y a aussi tout le vivier d'entreprises locales, puisque souvent on oublie, on pense que l'asso elle va aller taper à la porte des collectivités pour chercher des subventions, mais il y a aussi toutes les entreprises locales qui peuvent accompagner chacune à leur manière. Et bien souvent, je pense que les gouvernances oublient un peu tout ça et vont pas forcément imaginer d'autres concepts que ceux dont elles ont toujours mis en place. Et c'est en ce sens que je dis qu'il faut vraiment, vraiment repenser le modèle. Quand ça fonctionne plus, il faut savoir se réinventer. Il faut peut-être aussi aller chercher et s'inspirer de ce que font d'autres organisations. Il faut accueillir aussi les jeunes qui bien souvent ont envie de s'engager dans les structures et peut-être leur laisser aussi une place au sein des gouvernances, parce que il y a quelque chose à prendre aussi. Quel est le plus difficile aujourd'hui pour un club? C'est que les têtes pensantes, les présidents et autres comprennent qu'ils sont en situation où il faut changer des choses, ou d'accepter de déclencher ou d'appeler à l'aide? Alors, j'aime beaucoup ce mot acceptation, parce qu'effectivement, je crois que c'est ça. C'est oui, il faut accepter qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Et donc, à partir du moment où on accepte, on se met dans une dynamique de transformation. Parce qu'en fait, c'est ça le risque. C'est de pas rien vouloir transformer. C'est de, quelque part, de se lamenter et de dire, avant, mais aujourd'hui, il faut faire autrement. Donc, c'est l'acceptation pour pouvoir faire un pas et transformer, encore une fois, ne pas perdre son ADN, savoir pourquoi on est là, où on veut amener la structure, qu'est-ce qu'on veut développer, mais peut-être le développer différemment avec d'autres personnes, accueillir d'autres idées, des idées nouvelles, des personnes nouvelles, parce qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de mettre en place dans les clubs des outils qui n'étaient pas les outils d'hier, et tout ça, ça demande aussi des ressources et puis des compétences. Donc c'est ne pas avoir peur à mutualiser aussi des compétences. Aujourd'hui, il y a des structures qui disent manquer de ressources. Mais pourquoi pas travailler avec d'autres ressources et mutualiser toutes ces compétences, parce que une est compétente et a le savoir pour un domaine, et je m'inspire de ce qui se fait ailleurs, et pourquoi pas le faire chez moi. Qu'est-ce qui manque le plus au club aujourd'hui? C'est de l'argent ou c'est de la structure? En fait, j'ai envie de dire les deux exactement. C'est que il manque de l'argent, mais peut-être cet argent, on peut aller le chercher encore une fois sous différents modèles. Et la structure, oui, il manque une organisation, il manque une clarification des rôles, il manque
l'organisation, elle est composée encore une fois de personnes. Quand les personnes au sein de cette structure, elles se désengagent, c'est qu'à un moment donné, elles perdent le sens des choses. Et il faut redonner du sens. Il faut réinjecter. En fait, une vision et donner un cap. C'est parce que c'est ça qui manque. Et comment je structure? C'est à un moment donné, c'est reposer les choses, qui fait quoi, déterminer des rôles et clarifier toutes ces situations. On dit souvent que dans quel que soit le type de projet, d'ailleurs, il y a l'opérationnel, ceux qui font le job, et il y a la partie commerciale, qui est un métier complètement à part, qui est de trouver des ressources pour soit aider l'opérationnel, soit pour valoriser l'opérationnel. Il faut des commerciaux. Après, se doter d'un service commercial, c'est pas toutes les associations ou toutes les organisations qui peuvent faire ça. Mais comment on fait? Il y a des structures qui sont toutes petites, et c'est souvent là où je dis c'est les dirigeants ou le président qui s'essouffle, parce qu'en fait il est un petit peu au four au moulin, ce que je disais. Il y a des aides possibles en dehors de dire j'embauche quelqu'un? On peut trouver? Oui, évidemment, on peut trouver. Alors après, on peut aussi s'adjoindre les services de prestataires, comme moi par exemple. Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est être à la fois créatif et vouloir repenser son modèle, et être créatif et ouvert à toute proposition et toute solution. Si on n'a pas la possibilité d'avoir en interne des ressources pour aller chercher du financement, c'est peut-être faire appel à des prestataires de façon ponctuelle pour les accompagner justement dans leur démarche. Il y a forcément des gens qui vont vous dire oui, mais moi j'ai pas les moyens, je peux pas, sinon on les aurait déjà ces sous. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, alors ce que je réponds, c'est qu'il y a des solutions. Aujourd'hui, un prestataire, il peut accompagner une organisation gratuitement. Alors, pas gratuitement, mais aujourd'hui, il y a, comme je le rappelais tout à l'heure, il y a des collectivités qui ont besoin vraiment d'assurance, notamment sur les comptes, sur la solidité en fait de l'organisation. Et il y a des structures, des institutions qui sont prêtes à missionner des prestataires ou des personnes, des ressources, pour aller accompagner, structurer les assos. Et donc, quelque part, l'association, elle ne va pas bénéficier d'aide en fiduciaire, mais elle va bénéficier d'un apport en compétences, en structuration, et c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut peut-être pas avoir toujours j'ai besoin de financiers, mais je peux être, oui, il y en a besoin, notamment quand il y a des salariés, il y a des ressources qu'il faut avoir, effectivement, mais à un moment donné, on peut aussi être accompagné sur du structurel, sur de l'accompagnement en compétences, en savoir-faire, et qui n'est pas forcément du financement en fiduciaire. Est-ce que les clubs savent ou trouvent l'information pour dire là ils ont la tête dans le guidon, ils sont pas forcément conscients de leur situation? Comment ils sont informés du fait qu'il y a des aides qui sont possibles, que ce soit avec les institutions ou avec des prestataires? Il y a des choses qui existent en France pour ils ont un magazine, ils ont des gens qui parlent de ça. Comment ça marche? Alors oui, il y a des solutions, il y a des ressources, il y a des associations, notamment sportives, puisqu'on parle du sport depuis tout à l'heure, qui elles sont affiliées à des fédérations. Donc il y a quand même des antennes et il y a une certaine structuration qui permet justement d'aller chercher de la ressource. Il y a des associations et des clubs qui sont eux affiliés à des organismes ou donc qui peuvent aussi aller chercher de la formation, de l'information, des modèles, de la structuration. Et puis après, il y a dans chaque municipalité des services des sports, des collectivités, il y a des ressources, il y a toutes les institutions étatiques et sportives qui, elles, sont là aussi pour aider ces assos. Donc oui, de l'information, l'information, elle existe. Quand on va aller la chercher, on peut aller la chercher. Après, moi, j'ai envie de dire, c'est aussi aux membres des associations à être curieux, à ne pas hésiter à partager les connaissances et les compétences
pour devenir plus fort. Finalement, c'est le collectif qui nous rend plus fort et qui nous permet d'aller aussi plus loin. Donc oui. Et puis après, il y a des personnes, hein, comme vous le disiez, comme moi, qui sont aussi assez présentes au sein des comités départementaux et des institutions pour se faire connaître, et ça sert aussi à ça. Le sport féminin, le sport inclusif, pour le développer, puisque là on parle de structuration des clubs, de la pérennisation de leurs activités, c'est quelque chose qui est complémentaire, quelque chose qui est compliqué à mettre en place. Alors, c'est pas compliqué, c'est pas plus compliqué que le sport masculin. Je vais modérer mes propos, mais ce que je veux dire par là, c'est que une association sportive, effectivement, elle se doit de proposer autant des activités pour les hommes comme pour les femmes. Ce qui va être peut-être plus compliqué, c'est à un moment donné, ce sont les infrastructures. Parce qu'à un certain moment, on ne peut plus être. Je prends par exemple le sport collectif et les tout jeunes vont jouer ensemble. C'est vraiment mixte. Et puis après, à partir d'une certaine catégorie d'âge, on se rend compte qu'il faut des vestiaires pour les filles, il faut des vestiaires pour les garçons. Donc oui, il y a des infrastructures qu'il faut mettre en place. Et ça, c'est important justement. C'est là où les collectivités elles peuvent apporter vraiment leur aide, parce que c'est elles qui vont permettre et faciliter toute cette mise en place structurelle. Mais non, c'est pas plus compliqué après en soi. Je dirais que c'est plutôt une volonté de la part des dirigeants. Et quand je parlais tout à l'heure en préambule de mes missions quand je suis rentrée au Montpellier Rugby Club, où j'ai accompagné l'association à développer le projet du rugby féminin, c'est parce qu'à l'époque il y avait un président qui lui était vraiment qui ne concevait pas le club sans pratique féminine, et qui a été vraiment un homme qui a fait beaucoup pour le sport féminin, et qui a voulu développer et créer une équipe féminine qui est d'ailleurs arrivée à haut niveau et qui a gagné plusieurs titres de nombreuses années consécutives. Donc c'est une vraie volonté aussi. Je crois que c'est ça surtout. C'est quand on a la volonté, on peut trouver des solutions. Je suis un club sportif, je suis une association, j'ai besoin d'aide. Sophie, besoin d'aide, comment ça marche? Comment on vous trouve? Comment je vous appelle? Et qu'est-ce qui va se passer une fois que je vous ai au téléphone? Comment ça marche? Alors, pour me trouver, c'est effectivement, aujourd'hui, c'est les réseaux. Je communique sur les réseaux. Je participe à divers événements en Île-de-France. Donc, voilà, de petit à petit, je pense que ce que je souhaite, c'est que les personnes tiltent et pensent à Sophie Coste quand elles auront besoin, effectivement, d'accompagnement. Après, je tisse aussi des relations, effectivement, avec les collectivités, avec toutes les structures sportives, puisque c'est important, et que l'ensemble des institutions aussi me connaissent pour me faire confiance et pour pouvoir me recommander aussi. Ça, c'est important. Effectivement, là, je parle de recommandations, mais c'est aussi mes clients qui me recommanderont. Donc, c'est les références. Et puis une fois qu'on me contacte, en fait, on se rencontre. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de vraiment comprendre comment l'organisation est structurée. Sans bien qu'elle le soit, et comment elle est organisée et en quoi moi je peux aider. Et c'est vraiment faire un diagnostic de l'existant, encore une fois, de repartir, d'apporter des propositions concrètes finalement par rapport à des besoins du moment, et c'est être au plus près de l'équipe, alors dirigeante, mais aussi à partir du moment où il y a des collaborateurs, c'est accompagner les collaborateurs dans leur développement. Une super RH en déplacement, c'est ça? Voilà, c'est en quelque sorte, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup Sophie d'être venue pour nous expliquer un peu tout ça. Donc on va retrouver tous les noms des contacts, LinkedIn, tout ce qui va bien sur le site internet, bien sûr. Il y a un dernier mot, là vous avez l'occasion de pouvoir parler à n'importe quel dirigeant, homme ou femme, d'une structure associative. C'est quoi le message qu'il faut leur dire là, tout de suite? Le message, c'est n'hésitez pas
à demander de l'aide en fait et à être vraiment à l'écoute de personnes extérieures qui vont pouvoir vous faire gagner du temps parce que elles n'ont pas comme vous la tête dans le guidon et c'est cette prise de hauteur qui permet souvent c'est le 109 en fait et c'est la ressource extérieure qui va pouvoir un peu venir parfois titiller, donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop envie de faire appel parce que des fois on n'a pas trop envie de changer les choses, hein. C'est le changement, il fait toujours peur, mais c'est ça, c'est vraiment n'hésitez pas, enfin c'est prendre 1 heure de votre temps pour échanger et parfois ça peut faire gagner beaucoup d'heures derrière et ça peut faire de grandes choses. Merci beaucoup Sophie. C'est moi qui vous remercie. Et puis on va se croiser dans peu de temps je pense parce que pour ceux qui ont oublié, on se retrouve le 16 avril au Golf National pour parler des assises du sport avec le comité départemental olympique et sportif des Yvelines. L'idée c'est aussi de faire un peu un constat on va parler de bénévoles, on va parler d'engagement, on va parler de structuration. Encore, on va parler des droits, parce que c'est toujours pareil, hein, y a des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a des tas de choses, oh là là, il y a encore des tas de choses à vous raconter. Allez, rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, vous pouvez suivre des tas de choses aussi qui se passent sur radiosport.fr. N'hésitez pas, et partagez, vous verrez, il y a forcément quelqu'un auprès de vous que ça peut intéresser.